Merci, Monsieur Benoît. La parole est maintenant à Monsieur Paul Molac, député apparenté du groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Maximal de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues. La propriété du sol a toujours été un instrument de domination économique et sociale. Déjà sous l'Ancien Régime, le clergé et la noblesse avaient la propriété du sol et les agriculteurs n'étaient que finalement des faire-valoir. Il faut attendre la Révolution française pour que les choses commencent à évoluer et que l'agriculteur se trouve petit à petit à être propriétaire de sa terre. C'était une demande très très importante et d'ailleurs j'en veux pour preuve que les régions où les agriculteurs sont devenus propriétaires sont des régions qui sont restées fidèles à la Révolution, alors que les régions où il n'y a pas eu de propriété du sol, les agriculteurs sont rentrés dans l'anti-révolution. Et c'est le cas de la Bretagne, où la majorité des biens nationaux ont été achetés par des bourgeois, et en particulier des bourgeois des villes. Donc les agriculteurs bretons se sont retrouvés de la domination de la noblesse et du clergé vis-à-vis de la noblesse des bourgeois. Ça explique la chouannerie. Donc, il va falloir attendre, si vous voulez, le 19e siècle, progressivement, les agriculteurs vont devenir propriétaires, pas tous, et 1946, avec le fermage, eh bien, ça va être une libération. Parce que, à la Saint-Michel, tous les agriculteurs pouvaient être effectivement évincés de la terre qu'ils cultivaient. Donc le fermage ne durait qu'un an, et évidemment, on ne pouvait pas faire d'investissement. Et donc, c'était un véritable problème. Il a fallu attendre la réforme de Tanguy-Prigent qui nous a permis, en particulier en Bretagne, une grande région agricole, comme chacun sait, eh bien, de pouvoir faire des investissements avec des baux de 9 ans, reconductibles, et le propriétaire ne pouvant reprendre sa terre que pour l'exploiter lui-même. C'était protéger véritablement l'exploitant. Et donc, dans ces outils, eh bien, on a rajouté évidemment les SAFER, vous en avez parlé. Donc, ce modèle agricole, familial, où le paysan contrôle les investissements, où il décide de faire lui-même un certain nombre de choix. Et chez nous, ça a été le choix de l'élevage, un choix bienvenu qui nous a permis évidemment de garder une population importante et qui nous a permis de garder une vitalité des campagnes très très importante. Donc cette vitalité, cette diversité avec les AOC, avec une agriculture qui peut être biologique, une agriculture qui est en général toujours productive à l'hectare, beaucoup plus que certaines régions. Eh bien, cette agriculture qui est ancrée dans ce territoire, avec des circuits courts, avec des circuits longs, c'est le socle de notre développement rural. Et vous comprendrez donc que j'y suis particulièrement attaché. Alors, ce type d'agriculture, il repose évidemment sur des outils, dont le contrôle du foncier. Et donc, ce contrôle du foncier, on a bien vu aujourd'hui qu'il y avait certaines failles, qu'effectivement, certains fonds spéculatifs pouvaient tout simplement acquérir un certain nombre de terres, et que pouvaient-ils en faire? Alors ça pose le problème évidemment de l'agriculteur. Qu'est-ce qu'il devient dans ces fonds spéculatifs? Est-ce qu'il reste avec son indépendance, ou est-ce qu'il devient finalement le tâcheron de ces grandes multinationales qui peuvent très bien reprendre ces terres pour les exploiter eux-mêmes et décider de faire des cultures, par exemple, d'exportation? Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. Si je prends l'Afrique, par exemple, on sait très bien que certaines cultures spéculatives viennent en contradiction et viennent empêcher certaines cultures vivrières de se faire. Donc c'est particulièrement important. J'ai même un exemple, certes extrême, mais si on prend l'Irlande de la moitié du XIXe siècle, eh bien, avec la crise de la pomme de terre, ça n'a pas empêché les grands propriétaires anglais qui avaient des exploitations dans l'est de l'Irlande de continuer à exporter du blé en Angleterre. Et l'Irlande a vu sa population baisser de moitié, de 6 à 3 millions d'habitants, alors qu'on est au milieu du XIXe siècle et que la plupart des pays européens ont vu leur population multipliée par 2, par 3 ou par 4. Donc, exemple extrême, mais qui montre qu'à un moment donné, la souveraineté alimentaire peut être importante tout simplement pour nous. Donc, je remercie le ministre parce que, Stéphane, tu es un bon ministre, je te l'ai déjà dit, et tout le monde sait ici que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quelquefois, d'ailleurs, avec du poil à gratter, ça m'arrive aussi. Donc, je pense qu'il était
de bonne loi de revenir sur cette loi. Alors avec l'article 1er, effectivement, qui oblige à faire des sociétés de portage de la terre, et puis les SAFER qui reviennent par le droit de préemption et par le droit de portage. Ça me paraît particulièrement important. La profession est à peu près d'accord, peut-être une petite désunion syndicale, mais très légère. Et puis, j'allais dire, eh bien, heureusement que nous nous trouvons là, parce que je comprends bien les réserves de certains de mes collègues, en particulier Antoine Herth, que j'ai entendu tout à l'heure. Effectivement, on n'aura pas réglé le problème du foncier, on est d'accord, mais on l'aura réglé sur le problème des fonds spéculatifs. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors après, il nous reste effectivement les GFA, et ça fera l'objet effectivement d'une autre loi. Parce qu'effectivement, on peut très bien imaginer que la terre agricole soit financée par du crowdfunding, par des fonds qui sont citoyens, et tout simplement, quelquefois, par des familles qui font un GFA. Ça arrive aujourd'hui. Donc, je comprends, mais cette première étape me semble particulièrement importante. Alors, donc, je vais terminer, Monsieur le Président. Ce serait bien, Monsieur Molac. Voilà. Donc... Cette loi est une loi qui va dans le bon sens, qui permet de s'adapter et de préserver notre modèle agricole et notre modèle de développement rural, auquel vous comprenez que je suis particulièrement attaché. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac.